toutes et à tous et bienvenue dans One and Done, votre podcast 100% draft et NCA pour le site Dunk Hebdo. C'est Alano Micro. Je suis super content de vous retrouver en cette période de All-Star Break pour, et oui, la première mock draft 2019 de One and Done. Je suis sûr que vous l'attendiez tous, bien entendu. En fait, je pense qu'il est temps de faire une mock draft et pour plusieurs raisons. Donc, déjà, on a passé la trade deadline. Et on a une pause en NBA avec le All-Star Break qui permet d'avoir un classement pour la loterie qui change pas toutes les nuits, donc ça aide. On a un petit peu une petite pause, donc c'est un peu le moment de faire. C'était un moment intéressant pour faire une première mock draft, je trouve, parce que voilà, on a bien avancé dans la saison NBA, on a bien avancé dans la saison NCAA, on est déjà bien dans la course au tanking, donc je pense que c'était une période intéressante de coupure pour faire cette première mock draft. Alors bien entendu, les équipes qui vont être dans cette mock draft ne le seront pas en juin prochain et vice versa. Mais c'était intéressant de déjà projeter en fait ce qui pouvait déjà arriver, parler un peu de joueurs dont peut-être je parle moins. Et donc c'est extrêmement intéressant. Petite précision quand même sur la mock draft, donc je me suis basé sur les chances de loterie euh, au vendredi 15 février pour faire le classement. Et il n'y aura pas de trade parce que voilà, il n'y a pas de trade. Je pense que c'est mieux de parler un petit peu des prospects et de pas partir dans tous les sens. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'on est clairement, après quelques mois d'évaluation, le constat que je peux faire et que beaucoup de spécialistes font, c'est qu'on est dans une classe de draft qui est plus faible que les années précédentes. Faut pas en fait être prisonnier du moment. Bien sûr, on a plein de joueurs qu'on aime, qu'on pense être de bons joueurs NBA, mais voilà, après 3 mois et demi de compétition, on est sur une classe plutôt faible et il y aura sûrement des trades le jour J. Car les équipes vont pas être fans de certains choix, de certains joueurs et de certains picks. Donc il y aura des trades qui vont se mettre en place. Mais aujourd'hui, pas de trade. Et donc on va faire dérouler cette mock draft. Alors, le choix, l'ordre de la draft, donc je vais m'intéresser juste à la loterie, donc les choix de 1 à 14. Comme ça serait trop long de faire un premier tour entier. Et puis ça serait trop long, ça serait pas extrêmement intéressant, donc je vais m'intéresser demain à 14. Donc les équipes qui seront on the clock comme on dit, donc on a Phoenix qui a le choix numéro 1, les Knicks de New York en 2, Cleveland en 3, les Bulls de Chicago en 4, Atlanta en 5, les Grizzlies de Memphis, Coucou Tom en 6, les Wizards de Washington en 7, les Pelicans en 8, les Hawks qui reviennent en 9, c'est le choix des Mavs, on en reparlera, le Magic en 10, Miami en 11, les Wolves de Timberwolves du Minnesota avec le choix numéro 12, les Lakers en 13 et les Celtics en 14 via les Sacramento Kings. Donc, les Suns sont le premier choix. Alors, les Suns sont le premier choix de cette mock draft de mi-février, mock draft 1.0 de One and Done, et sans surprise, c'est Zion. C'est Zion Williamson que je mets aux Suns de Phoenix. Tout simple, donc le joueur freshman de Duke, pas vraiment de débat ici. Pour moi, Zion, c'est le meilleur joueur de cette draft. C'est un joueur qui peut être un talent générationnel. Et c'est pas seulement le monstre physique et cette boule de muscle qui dunk qu'on met en avant sur les réseaux sociaux. C'est plus que ça. C'est un joueur qui a des capacités de playmaking, de création. C'est un choix qui est pas discutable en fait pour Phoenix. Une équipe qui chaque année on se dit que ça va aller mieux et en fait ça va pas. Ils ont besoin, je pense, d'un joueur qui apporte une culture nouvelle, d'un joueur qui apporte de la joie dans la salle, qui redynamise un peu le marché. Et les Suns seraient très heureux de tomber sur Zion en juin prochain et l'assembler avec leur corps de jeunes joueurs, donc Booker, Ayton, Josh Jackson, Michael Bridges, si on veut un petit peu aller plus loin. Bien sûr, Phoenix a besoin d'un meneur, c'est la chose principale, mais si en 2019, en juin 2019, ou le soir de la loterie, en mai, il se retrouve avec le choix numéro 1, c'est Zion et c'est rien d'autre. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, Zion, on contourne le besoin en prenant le talent. Donc c'est ce qui explique le fait que si Phoenix a le choix numéro 1, ils iront sur Zion Williamson. Et donc, Zion Williamson à Phoenix avec le pick numéro 1. Le pick numéro 2, les Knicks. Alors déjà, on arrive là dans la zone des déçus de la loterie déjà. D'ores et déjà, ces équipes qui auront tout fait d'ici avril pour avoir le premier pick, mais qui se retrouvent juste derrière. Donc les Knicks qui ont ici le choix numéro 2, donc Zion est parti en numéro 1. Les Knicks doivent se mettre sur un autre joueur, et ça va être RJ Barrett, son coéquipier à Duke, le Canadien, qui est aussi un freshman de grand talent. Donc les Knicks, on a quelques jeunes dans l'effectif des Knicks, Dennis Smith Jr., Frank Ntilikina,
Kevin Knox, Mitchell Robinson ou même Alonzo Trier si on veut un petit peu aller plus loin. Mais à part ça, on n'a pas grand-chose. Le roster, il devrait changer vraisemblablement avec la free agency. On parle beaucoup de la free agency des Knicks, superstars qui devraient arriver. Donc ce pick pour les Knicks, il peut servir à deux choses. Il peut servir à prendre un joueur, un grand talent, qui pourra se modeler dans le futur des Knicks avec leur corps de jeunes joueurs et des superstars qui arriveraient cet été. C'est la volonté du front office des Knicks, la volonté des fans des Knicks. Ou alors il pourrait servir à être échangé parce qu'un pick de top 3, top 5, ça a beaucoup de valeur et donc les Knicks pourraient se dire qu'ils pourraient changer ce choix pour aller chercher une superstar. Ils pourraient se positionner sur Anthony Davis, on ne sait pas, ils pourraient échanger pour un autre très, très grand joueur de talent, je sais pas, Bradley Beal ou des joueurs comme ça. Et si les Knicks n'ont pas le choix numéro 1 et la possibilité de prendre Zion, ils pourraient se dire que voilà, il y a une différence entre Zion et le reste des joueurs de cette draft et que ce pick pourrait être un moyen d'échange pour eux. Là, je vais pas faire d'échange, je vais leur faire prendre RJ Barrett qui derrière Zion, il est pour moi le deuxième meilleur joueur de cette draft. Beaucoup sont critiques de pas mal de choses dans le jeu d'RJ Barrett, sa sélection de tir, ses pourcentages de lancer France, pourcentage à 3 points, ses pertes de balles bêtes, fait qu'il force pas mal alors qu'il y a du talent à côté, mais tout ça, ça ne doit pas faire oublier tout ce que fait de bien RJ Barrett, c'est-à-dire beaucoup de choses, principalement le scoring, et vraiment, c'est un joueur, c'est un winner, RJ Barrett, c'est un joueur qui apporte une vraie culture, une vraie volonté de tuer sur un terrain, et donc c'est un choix logique si on n'arrive pas à avoir Zion, et ben RJ Barrett est un très bon complément, et puis il vient pas non plus embêter les jeunes des Knicks qui sont déjà dans l'effectif parce que c'est un joueur qui peut jouer plusieurs positions et donc c'est un joueur très moderne pour David Fisdale. Donc RJ Barrett aux Knicks en choix numéro 2. Choix numéro 3, les Cavs. Les Cavs qui ont le choix numéro 3 parce qu'ils ont réussi à battre les Knicks la semaine dernière dans un match exceptionnel qu'il fallait absolument perdre si on veut avoir un très bon choix de draft. Donc les Cavs qui en fait, j'ai pas envie de dire la place du con parce que ça se dit pas du tout, mais c'est un peu celle des Cavs ici. Si tout se goupille comme ça et que Cleveland se retrouve avec le troisième choix, il y a encore du temps pour perdre des matchs, mais toujours est-il que s'ils se retrouvent en troisième position, c'est un peu embêtant pour eux. Pour un effectif, ils ont un effectif extrêmement faible, les Cavs. On aurait aimé en fait les voir. J'aurais aimé les voir avoir la possibilité de prendre Zion Williamson ou RJ Barrett. Tellement en fait c'est deux joueurs qui avaient un potentiel d'arriver, d'être directement limite le meilleur joueur de l'effectif. C'est à voir avec la santé et le futur de Kevin Love. Ça dépend de ça. Mais les deux joueurs, donc Zion et Barrett, sont déjà partis. Donc on va en fait se diriger vers leur coéquipier. Top 3 Duke, c'est Cam Reddish, le joueur, l'ailier shooter de Duke, aussi freshman. Le poste 3 des Cavs, les postes 3 des Cavs sous contrat l'an prochain, à l'heure où on se parle. Il n'y en a qu'un seul, c'est Cedi Osman. Ce poste est donc d'une énorme nécessité et Cam Reddish vient régler ce problème. On a beaucoup parlé de Cam Reddish depuis le début de l'année. On a beaucoup parlé dans le dernier épisode. C'est un super shooter, un joueur qui a un potentiel de playmaker balle en main au niveau supérieur et qui, je pense, aura plus de facilité à s'intégrer en NBA qu'en NCAA où il est aux côtés d'RJ Barrett, Trey Jones et Zion Williamson. Mais il a encore beaucoup de travail dans son jeu. Son dribble notamment, ses choix offensifs et surtout son investissement. C'est quelque chose de très important chez Cam Reddish. C'est un joueur qui a l'air très introverti, qui se donne pas, qui a peur de se donner à fond, même si là franchement le dernier mois de compétition qu'il fait est extrêmement intéressant. Donc il aura pas Zion Williamson, il aura pas RJ Barrett du côté des Cavs. Donc pas de possibilité de se cacher en quelque sorte et ça peut être très bénéfique pour lui. Donc voilà, je mets Cam Reddish du côté de Cleveland avec le pick numéro 3. Donc 3 joueurs de Duke dans le top 3, c'est quand même extrêmement fort et impressionnant. On arrive au choix numéro 4 des Bulls de Chicago. Et pendant plein de mois, j'avais mis des ailiers aux Bulls dans les mock drafts que je faisais. Mais les Bulls viennent de trader pour Otto Porter Jr., ce qui était vraiment une nécessité parce que le poste 3, c'était un grand vide. C'était un grand vide résultat de choix de draft. Pas toujours perspicace. Denzel Valentine, Doug McDermott, même Chandler Hutchinson l'an passé. Et de signatures pas très intelligentes non plus. Jabari Parker, si on le prend comme un poste 3. Voilà. Tout ça, ça a été vraiment pas positif. Mais avec Porter Jr., le poste 3, il est comblé pour quelques années à un niveau correct. Oui, c'est cher, mais c'est comblé. Le problème des Bulls, selon moi, c'est le poste de meneur.
parce que la progression et le développement de Chris Dunn est en suspens. C'était une partie importante du trade avec les Wolves du Minnesota, Chris Dunn. Et franchement, il peine à s'imposer, il peine à rester en bonne santé. C'est un joueur qui n'arrive pas à développer son jeu offensivement, je trouve, qu'un très fort défenseur, ça y a pas de souci, mais j'aimerais donner un meneur aux Bulls pour mettre un peu de compétition avec Chris Dunn et renforcer ce poste de meneur pour l'effectif de Chicago. Et donc avec les 3 joueurs de Duke partis avant, et ben Ja Morant, le meneur de Murray State, se retrouve disponible à cette place. Et ça se goupille parfaitement pour les Bulls, j'ai envie de dire. Pourquoi Ja Morant n'a pas été sélectionné dans le top 3? Parce que Phoenix en 1 a besoin d'un meneur, c'est clair. Et s'ils n'ont pas le choix numéro 1, on pourrait voir Ja Morant dans pas mal de mock drafts être associé à Phoenix, même si les Suns sont dans le top 3. Mais Phoenix a le choix numéro 1 et tu passes pas un talent comme celui de Zion. Et les Knicks et les Cavs qui ont les choix 2 et 3 ont pris des meneurs lors des dernières drafts. Colin Sexton, Frank Ntilikina, et même les Knicks ont récupéré Dennis Smith Jr. dans le trade de Kristaps Porzingis. Donc, Ja Morant, c'est un choix secondaire pour ces deux équipes-là qui préfèrent R.J. Barrett et Cam Reddish. Donc, tout se goupille pour que Ja Morant termine aux Bulls dans cette mock draft. C'est un jeune combo guard, scoreur, passeur, comme on en a parlé, qui fait des merveilles avec Murray State, avec le talent autour de lui qu'il pourrait avoir du côté des Bulls, qui n'est pas du tout le même qu'il a à Murray State, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir Lauri Markkanen, Zach LaVine, Otto Porter, Wendell Carter Jr., pour avoir une intégration intéressante, je trouve, et venir solidifier ce poste de meneur pour les Bulls. J'avais déjà parlé de Ja Morant dans l'épisode sur les meneurs mi-décembre. Je vous invite à l'écouter si vous voulez un développement plus conséquent sur lui. Voilà, Ja Morant aux Bulls, c'est un choix que je trouve très intéressant et surtout parfaitement. Je suis pas content de tous les choix de cette mock draft, vous le verrez. Il y a des choses que j'aime pas. Il y a des scénarios que j'aime pas tellement. Voilà comment ça se goupille. Mais là, pour Ja Morant, franchement, c'est parfait. On arrive au choix numéro 5, celui des Hawks d'Atlanta. Le premier choix qu'ils ont dans cette mock draft. Et c'est une équipe, en fait, Atlanta, qu'on pouvait attendre plus bas, mais qui, en fait, joue sous les ordres de Lloyd Pierce, un bon basket, tout en profitant aussi d'équipes mauvaises et sur courant alternatif. Voilà, ils profitent d'eux, mais aussi des autres. Tout ça pour gagner des matchs. Et elle n'est pas dans le top 3 au moment où on enregistre. Elle n'est pas en position de sélectionner des joueurs à la R.J. Barrett et compagnie. C'est une équipe extrêmement jeune, Atlanta. On a eu 3 premiers tours l'an dernier qui contribuent déjà. C'est-à-dire que Trae Young et Kevin Huerter sont des starters. Omari Spellman, l'ancien intérieur de Villanova, c'est un backup qui montre des choses plutôt intéressantes. On a drafté John Collins il y a 2 saisons. Voilà. On a fait de solides choix du côté des scouts des Hawks. Et moi, franchement, il y a un petit dilemme ici entre aller chercher un fort potentiel, c'est-à-dire par exemple Nasir Little ou Romeo Langford ou Kevin Porter Jr., ou aller chercher un joueur qui est un peu plus sûr, un peu plus mûr, et c'est Jared Culver, l'ailier de Texas Tech. Et je pense que avec les récentes rumeurs autour d'un deal qui était possible pour Taurean Prince du côté d'Atlanta, je vais aller chercher Jared Culver, l'ailier de Texas Tech, un joueur super intéressant pour Atlanta, un joueur qui va se fondre parfaitement dans l'effectif et est un joueur complémentaire à Trae Young et John Collins, un joueur qui shoot beaucoup moins bien depuis le début des matchs dans la conférence de la Big 12, mais un joueur qui reste quand même extrêmement fort, un joueur très moderne et j'ai besoin d'encore plus de films sur Jared Culver. J'ai fait 4-5 de ses matchs dernièrement. Je vais encore faire un peu plus pour faire vraiment un développement plus conséquent sur lui, mais je le moque ici du côté d'Atlanta en choix 5. Je pense qu'il va très bien se fondre dans le collectif qui est en train de créer Lloyd Pierce. Pick numéro 6, les Grizzlies de Memphis. Alors là, si Tom du podcast Dunk Hebdo, vous connaissez sans doute, m'écoute, voilà, c'est un choix que je vais faire pour lui et je vais essayer de ne pas l'énerver, pas l'irriter, même s'il est difficilement irritable. Donc Memphis a bien compris qu'il fallait essayer d'aller chercher un bon jeune cette année. Ils ont eu la trade de Marc Gasol et le trade de JaMychal Green, Garrett Temple avec les Clippers. Ils ont pris Jaren Jackson Jr. l'an passé et Mike Conley toujours là. C'est un peu les deux joueurs qui sont là dans l'effectif. Triple G, comme on l'appelait en développement, mais sinon on n'a pas énormément de choses sûres dans l'effectif. On a quand même Dylan White qui a été récupéré dans le deal avec Toronto. On a le rookie Javon Carter. On a Dylan Brooks mais qui est blessé. Voilà. À part ça, pas énormément
grand-chose d'autre. Donc là, plusieurs possibilités pour le front office de la franchise du Tennessee. On a différents profils en fait. Mais là, différents profils entre Romeo Langford, l'ailier qui vit près du cercle d'Indiana. On a Nasir Little, lui l'ailier forward 3-4 qui est remplaçant à UNC, qui avait une hype monstre avant la saison. Et on a Kevin Porter Jr., un peu moi je l'appelle le grincheux de Los Angeles, Kevin Porter Jr., joueur que j'adore parce que j'avais fait un épisode sur lui début janvier. C'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. Mais il faut avouer que, bon, en ce moment, c'est pas la joie du côté de Kevin Porter Jr. Mais, en fait, ici, avec Memphis en 6, je vais aller chercher le joueur au fort potentiel. Je vais aller chercher le joueur qui pourrait être le meilleur joueur de ce que je pense. Et c'est vraiment un choix. Je sais que je le changerai ici, sûrement d'ici juin, parce que ce joueur va baisser dans les mock drafts, parce que ce problème de comportement et de jeu, de blessure sont pas bons. Mais pour l'instant, mi-février, je tente le pari Kevin Porter Jr. du côté de Memphis. C'est peut-être le choix dont je suis le moins content dans cette mock draft, mais c'est un joueur que j'aime énormément et que voilà, je vais me moquer du côté de Memphis. Alors là, tous les fans des Grizzlies vont être là. Attends, il nous parle d'un joueur qui a un problème de comportement, qui vient du USC, et il nous le met à Memphis. Ça rappelle les pires heures sombres au Mayo. Et voilà, je pense que c'est un choix dont je suis pas hyper content, mais je vais tenter le pari pour Memphis de leur donner Kevin Porter Jr. Voilà, joueur en fait qui, je vois tellement de flash avec Kevin Porter Jr. que derrière le top 5, les joueurs qui sont au-dessus de lui, je tente le pari. C'est un combo guard gaucher qui utilise terriblement efficacement le step back. C'est un créateur balle en main, scoreur à multiples facettes. C'est un choix extrêmement risqué, je le dis, je l'assume. Mais voilà, j'ai vu des flashs de Kevin Porter Jr. qui me font dire, voilà, je le prends au-dessus de Romeo Langford, Nasir Little, DeAndre Hunter et compagnie. Donc voilà, pick 6, et non pas pick 6. Kevin Porter Jr. du côté des Grizzlies de Memphis, où on a vraiment, voilà, on tente quelque chose. Choix numéro 7, les Wizards de Washington. Marasme des Wizards. Si je suis les Wizards, moi, j'ai pas envie de lâcher Bradley Beal. Tout le monde veut envoyer Bradley Beal ailleurs parce qu'ils aiment beaucoup Bradley Beal, mais moi, là, je me place dans la position du front office de Washington et je lâche pas Bradley Beal. J'attends le retour de John Wall. Je sais pas c'est quel John Wall qu'on aura sur le parquet. Mais voilà, j'avais envie d'aller sur le joueur le plus sûr de cette draft pour Washington, c'est-à-dire DeAndre Hunter. Je pensais que ça pouvait être un très bon fit avec Beal. C'est un poste 4, 3, 4, 5 qui peut 3-4+, qui peut défendre plusieurs positions, qui n'accapare pas le ballon, qui est très bon en switch. Ça paraît parfait en fait aux côtés de Wall et Beal du côté de Washington. Mais on est dans le top 10. On doit aller vers le potentiel, vers les joueurs qui peuvent vraiment se révéler. Et même si je suis pas du tout un grand fan de Romeo Langford, Romeo Langford est un talent qui, je pense, vaut le risque de contourner les problèmes de fit, surtout vu l'incertitude du futur des Wizards. Le futur de Beal est incertain, la santé de Wall est incertaine, donc Romeo Langford, le freshman d'Indiana, est le choix que je fais ici pour les Wizards avec le 7e choix. Son manque de shoot m'effraie terriblement. Tu shootes à 20% à 3 points et t'es un ailier pour vivre en NBA, c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'il sera une énorme déception s'il ne travaille pas son tir comme un acharné. Mais ça a l'air d'être un travailleur. C'est un poste de 2-3 qui shoot mal, mais qui finit extrêmement bien proche du cercle. C'est un joueur qui a des facilités pour pénétrer, qui a un jeu proche du cercle, un toucher extrêmement fort. Et voilà, c'est un joueur qui vaut le risque dans une fin de top 10, et je donne Romeo Langford du côté de Washington. Mais je le prends devant DeAndre Hunter, Nasir Little, non sans crainte à cause du tir, mais je fais ce choix-là. Il faut savoir pas toujours écouter ses convictions et écouter un peu les sons de cloche qui sont ailleurs. Et Romeo Langford est un joueur qui a une hype dans pas mal d'endroits, donc je le mets ici du côté de Washington. Excusez-moi. Donc le choix numéro 8, c'est les Pélicans. Les Pélicans qui ont viré Dell Demps, qui sont dans la saga Anthony Davis. Ils vont repartir dans un nouveau cycle. Pas un cycle en cassant tout forcément, mais le cycle post-Anthony Davis. Et en fait, il faut voir ce pic comme une volonté d'aller chercher du talent et du potentiel. Voilà, moi.
le poste 3-4 du côté des Pélicans, on a Solomon Hill qui va finir son contrat l'an prochain. On a potentiellement une volonté de voir ce qu'on peut faire avec Stan Johnson qu'on vient de récupérer. On a Etwan Moore qui dépanne parfois, mais à part ça, c'est très faible. Pas mal de postes 3 que j'aurais pu donner aux Pélicans sont partis. Cam Reddish, Jared Culver. Les combo guards sont aussi partis. Romeo Langford. Oui, je peux voir Romeo Langford comme un combo guard. C'est un peu délicat, mais je le vois comme ça avec Kevin Porter Jr. Donc, je vais aller sur le meilleur talent disponible, Nasir Little. Il est de North Carolina. Nasir Little, avant la saison, il était vu comme un top 5. C'était le joueur numéro 1 État de Floride. Il arrivait à UNC avec une grosse hype. Et quasiment 4 mois plus tard, il est remplaçant. Il joue pas beaucoup. Et il chute. Il chute là au 8e choix. Donc c'est pas facile pour lui. Tout le monde paraît un peu fautif dans la situation. Roy Williams s'utilise pas vraiment à son poste. Il préfère Luke May en poste 4 et Cam Johnson poste 3. Donc Nasir Little sort du banc. En plus, il joue pas non plus un poste qui lui est le mieux. Mais lui, en même temps, il a pas progressé dans pas mal de compartiments de son jeu. Bref, ça ne va pas. Ça va pas du côté du UNC. Ça ira sans doute mieux en NBA. Ça ira sans doute mieux du côté des Pélicans pour Nasir Little. Je le mets là car voilà, il a ce potentiel de poste 3-4 dominant. Faut le développer et voilà, je pense que c'est un joueur qui peut faire du bien du côté des Pélicans. Choix numéro 9, je récapitulerai bien sûr à la fin tous les choix. Choix numéro 9, le deuxième choix des Hawks d'Atlanta via Dallas. C'est le choix des Mavs. C'était le trade de Luka pour Luka Doncic l'an passé. Je pense qu'en fait Dallas va essayer maintenant de perdre des matchs d'ici mi-avril, afin d'augmenter ses chances de récupérer ce pick. Il y a une protection. Donc les Mavs n'ont pas de raison d'aller pousser pour les playoffs. Et je pense que c'est mieux pour eux de récupérer un jeune joueur encore dans la loterie très prometteur pour le futur de la franchise autour de Doncic Porzingis. Donc je m'attends à ce que Dallas récupère ce choix en perdant des matchs. Voilà. Pour le moment, c'est Atlanta qui a le choix. Et donc on va me moquer pour Atlanta. Après Jared Culver, donc les Texas Tech, je vais aller sur un autre joueur qui joue dans le Texas. C'est Jackson Hayes, l'intérieur de Texas. Et là, franchement, je suis super content de ce que j'arrive à faire pour les Hawks. Jackson Hayes, c'est le dernier intérieur de Texas qui va sortir de Texas en freshman. Après Miles Turner, Jarrett Allen et Mo Bamba. C'est Jackson Hayes, il faut aller le voir parce que c'est le joueur qui monte dans tous les boards, dans toutes les émissions, tous les articles, toutes les mock drafts qui parlent de draft. Tout le monde parle de lui. Tout le monde rêve de Jackson Hayes. Et donc, c'est un joueur qui monte et que je vais faire partir en 9 du côté d'Atlanta parce que il n'y a pas de poste 5 du côté d'Atlanta. C'est un poste 5, Jackson Hayes. Miles Plumlee, encore son contrat jusqu'en 2020. Mais voilà, Alex Len, Dwayne Dedmon seront plus libres cet été. Jackson Hayes, ça paraît être un joueur de top 10 en termes de talent. C'est un rim runner. C'est un poste 5 ultra moderne. Il joue à peine plus de 20 minutes par match, mais il est quand même à plus de 10 points, plus de 5 rebonds, quasiment 3 comptes, 74% au tir, 72% lancé franc. Ça, on valide le pourcentage de lancé franc pour un joueur qui vit proche du cercle et qui va sans doute aller beaucoup sur la ligne. C'est extrêmement important. Bien entendu, il est encore brut, il fait pas mal de fautes. Mais franchement, ce qu'il monte depuis 2 mois et demi, c'est très très fort. Et il a réussi à se mettre dans la conversation pour être top 10, et il l'est. Jackson Hayes, que j'envoie du côté d'Atlanta. Et si Atlanta arrive à garder le pic de Dallas, et donc récupérer Jared Culver et Jackson Hayes, c'est vraiment une super draft pour eux. Et c'est surtout, je pense, 2 drafts consécutives extrêmement fortes pour l'équipe. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Pardon, excusez-moi. Dernier choix de ce top 10, Orlando. Orlando est là. Et le Magic, je sais, vous m'écoutez souvent dans le podcast Dunk Hebdo, je veux un meneur pour le Magic. Et c'est l'année où je vais leur donner un meneur. Je vais leur donner Darius Garland, le freshman qui s'est blessé au ménisque, le meneur de Vanderbilt. Parce que il faut un meneur. Voilà, le Magic cherche un meneur. Et en fait, c'est pas nouveau qu'ils en cherchent un. C'est pas l'arrivée de Markelle Fultz qui va changer cette recherche du côté d'Orlando. Markelle Fultz, c'est un pari. Il doit se remettre à la fois physiquement, mentalement de ses soucis post-draft. Il est dans l'effectif, mais il est blessé et on ne sait pas encore totalement s'il est apte à revenir à son niveau. Et les autres meneurs sont DJ Augustin, Isaiah Briscoe et Jerian Grant. En gros, c'est pas des Ferrari. Donc, Augustin,
Augustin, par contre, peut être gardé comme un parfait backup. Mais il faut un meneur. On gâche des années de développement de Jonathan Isaac, d'Aaron Gordon, même de Mo Bamba. Il faut des meneurs pour développer ces joueurs-là. Et il en faut un. On leur donne cette année. On leur donne Darius Garland, qui était le meneur numéro 1 au lycée l'an passé, qui était le meilleur meneur de la classe avant la saison. C'est Ja Morant qui lui a pris cette place maintenant. Mais ça reste un super joueur. Alors il y a les soucis de blessure, c'est clair. Mais c'est un meneur passeur capable de scorer, shooter. Il va être très bien avec les oiseaux, les bêtes physiques d'Orlando à ses côtés. Je fais ce choix, j'ai mes doutes, j'ai mes peurs sur Fultz. Et en fait, j'ai pas ici un profil dont j'ai totalement envie de voir le Magic se jeter dessus. Donc le choix de Darius Garland a ses raisons. Et il est fait. Parce qu'il faut un meneur. Ça suffit de ne pas avoir de meneur, de s'être raté sur Elfrid Payton, d'avoir pris Mo Bamba et Jonathan Isaac lors des deux dernières drafts, alors qu'il y a plein de meneurs. Je regrette peu tous ces deux choix-là pour le Magic. S'ils arrivent à bien prendre un meneur cette année, à solidifier cette position. Pick numéro 11, on reste en Floride avec le Heat de Miami. Et Miami, alors une des franchises qui paye le plus et qui aura encore quasiment tout le monde sous contrat l'an prochain. Goran Dragic a une option joueur à 19 millions, à voir s'il la prend. Mais à part lui, tout le monde sera là, sauf la Rodney Magruder qui va tester le marché et D-Wade qui prendra sa retraite. Donc l'équipe, l'ossature est là, elle est la même, elle peut profiter, voilà. En fait, on va dire que Miami, il profite année après année d'une conférence Est binaire, c'est-à-dire très très forte en haut et moyenne mauvaise dans le reste, pour pouvoir en fait jouer une qualification en playoff entre 5 et 8, on va dire. Parce qu'ils ont un bon coach avec Eric Spoelstra et parce qu'ils ont un effectif qui quand même est de qualité par rapport aux autres effectifs à l'Est. Donc en fait, ma théorie avec le Heat, elle est simple, c'est que on a un noyau de base qui est encore là pour quelques temps. Pour le meilleur ou pour le pire, on peut trouver ça pas bien, on peut trouver ça bien. Moi, je trouve plutôt ça pas bien, mais on peut trouver ça bien. Et donc, c'est encore là pour quelques temps, sauf si Pat Riley décide de reconstruire. Je pense pas que c'est la philosophie de Pat Riley, mais voilà. Donc, on pourrait penser que, voilà, qu'avec ce noyau, on essaie d'ajouter un joueur qui est déjà NBA ready. Comme ça, c'est un joueur qui pourra aider l'équipe tout de suite. Mais moi, je pense qu'il faut faire l'inverse, en fait. Vu qu'on a ce noyau fort, il faut aller vers le potentiel avec ce pick. Il faut aller chercher un joueur qui a un fort potentiel et qui n'aura pas de pression de jouer tout de suite parce qu'il y a un effectif qui est déjà de qualité devant lui. On peut avoir les deux sons de cloche, j'accepte les deux sons de cloche, moi je suis plus dans ce côté-là. Mais il y a un problème pour le Heat, c'est que les joueurs au fort potentiel qui pourraient descendre le soir de la draft, ils ont tous été pris. Moi je pense que le Heat se jetterait sur Nasser Little, Kevin Porter Jr., voilà. Mais ils ont été pris, je les ai fait partir avant. Donc, on doit aller vers le meilleur joueur disponible, qui est aussi quand même vraiment un bon joueur, qui est DeAndre Hunter, qui est le joueur. J'avais dit dans la pré-saison que c'était le joueur qui serait le joueur le plus NBA ready, et c'est le cas. C'est un poste 4, capable de switcher, de défendre sur toutes les positions, qui tire, qui n'a pas besoin du ballon, qui est un joueur que je vois extrêmement bien s'implanter autour de la triplette Richardson, Winslow, Adebayo, si c'est une triplette qui dure du côté de Miami. Et donc voilà, je fais ce choix-là parce qu'il n'y a pas de joueur à l'énorme potentiel qui fait qu'il passe devant DeAndre Hunter pour le 8. Il nous reste 3 choix. Minnesota en 12, les Lakers en 13 et Celtics en 14. Je vais aller un petit peu plus vite. Minnesota en 12, je leur donne Keldon Johnson, freshman de Kentucky. Alors, les Wolves, c'est une saison délicate pour eux. Ils ont eu un début de saison très chamboulé. La saison, elle a été c'est un peu une saison pour rien, une saison gâchée. Je leur donne la théorie du meilleur joueur disponible, c'est Keldon Johnson. C'est l'élite de Kentucky qui est à l'aise des deux côtés du terrain. Même si, on attendait très fort défenseur, je le trouve qu'il déçoit un peu sur l'homme. Mais ils montrent des belles capacités au tir cette année. 40% à 3 points sur plus de 3 tentatives. Il doit améliorer pas mal de choses dans son jeu. Ses capacités de playmaking, ses passes, sa vision du jeu. C'est important s'il veut passer un vrai cap. Mais voilà, on aurait pu adresser le poste intérieur du côté des Wolves parce que Gibson et Oliver ont été agents libres. Mais voilà, je passe pas sur Keldon Johnson qui est pour moi le meilleur joueur disponible en choix 12. Choix 13, les Lakers, Nickel Alexander Walker, le sophomore de Virginia Tech, le Canadien.
Les Lakers veulent pas être dans ces positions. Je pense pas qu'ils seront dans cette position, mais bon, là ils y sont, donc on leur donne un choix. L'an prochain, les joueurs sous contrat du côté des Lakers, ça sera LeBron et tous les joueurs qui ont été draftés, donc qui sont en contrat rookie, donc Lonzo, Kuzma, Ingram, Hart, Isaac Bonga et Wagner. Donc il faut des joueurs pour monter un trade ou il faut des joueurs pour jouer. Donc on prend Nickel Alexander-Walker, le cousin de Shai Gilgeous-Alexander. C'est un joueur qui a vraiment passé un cap cette année, qui en fait ressemble à son cousin dans sa façon de jouer. C'est-à-dire, on a l'impression de lenteur, mais en fait, il est très facile. Et il ressemble à son cousin parce qu'il a ce même boom que lui, c'est-à-dire durant la saison. Il monte, il fait que monter dans les mock drafts et compagnie. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est un joueur qui paraît très propre. Il fait rien d'exceptionnel, mais il fait tout à un niveau correct. Il fait rien de mauvais. Et dans cette classe un peu faible, dans cette classe qui manque de talent en haut, et ben, il va monter. Il va de facto monter. Et je le mets aussi je mets ici aux Lakers. C'est un poste 2-3, voilà, extrêmement long, très fin, qui peut shooter, qui est cette année en 17-4-4 du côté de Virginia Tech, à 51% tir, 41% à 3 points. Quand on le regarde, là, c'est rien d'exceptionnel, mais tout est propre. Et c'est vraiment très intéressant. Ce choix pour les Lakers, ils pourraient trader pour aller chercher une star ou au côté de LeBron, ou alors ils pourraient servir à remplacer les jeunes qui, eux, vont être tradés pour aller chercher une star. Dans les deux cas, c'est un choix qui a de la valeur, même si je pense que les Lakers vont se remettre sur le droit chemin en deuxième partie de saison et je pense pas qu'ils auront ce choix là. Mais voilà, ici, je leur mets Nickel Alexander-Walker, le Canadien, cousin de Shai. Dernier pick, 14, les Celtics de Boston, Casey Okpala de Stanford, sophomore aussi. J'adore Casey Okpala. C'est un ailier moderne qui a lui aussi, comme un peu Alexander Walker, qui monte, développer son tir cette année, qui a l'air extrêmement fort, qui est un joueur très moderne. Et je pense que je vais faire un épisode sur lui dans peu de temps, vraiment que sur lui. Parce que voilà, et si jamais les Celtics vont chercher un joueur, c'est le pick qui est de Sacramento. Hein. Donc ils vont chercher Anthony Davis via trade, ils peuvent l'inclure dans le trade ou alors ils peuvent le garder pour remplacer par exemple Jaylen Brown partirait ou Casey Okpala pourrait remplacer, pas au même niveau mais potentiellement un Marcus Morris qui va tester le marché. Donc j'adore ce choix pour les Celtics de Casey Okpala, l'ailier de Stanford. C'est des joueurs, tous ces joueurs-là, vous pouvez aller les voir, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, cette mock draft, je suis pas content de tout, je trouve pas qu'elle soit parfaite, mais c'est la première. On n'a pas encore 20 000 infos sur les franchises, sur ce qu'elles veulent, sur les prospects. On ne sait pas qui se présente. C'était vraiment extrêmement intéressant de le faire. C'était long, je m'excuse aussi pour les problèmes liés à ma voix, mais voilà. Et donc, moi je voulais vous dire à plus. Je vais revenir très vite, j'espère, pour parler plus prospects, pas faire une mock draft. N'hésitez pas à partager, commenter sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis salut, à plus.